La Saint-Jean-Baptiste approche, mais comme Paul Piché n'est pas disponible, pourquoi ne pas clore cette saison de grande entrevue par la visite d'un souverainiste notoire qui vient de signer le 2e tome d'une fresque historique passionnante relatant la vie de 2 hommes politiques qui ont marqué la Révolution tranquille. C'est un plaisir de recevoir le chroniqueur politique, auteur, journaliste, ancien chef du PQ, polémiste à César et un paquet d'autres affaires, bref, nul autre que Jean-François Lisée. Bonjour, M. Lisée. Bonjour, merci beaucoup. Merci beaucoup de me recevoir. Pas évident de vous restreindre à 1 ou 2 chapeaux quand même. Puis j'aurais pu continuer. Fait. Vous avez bien, c'est une bonne synthèse. Sauf aussi père de 5 enfants. Père de 5 enfants, ouais. Député, le mien d'ailleurs dans Rosemont il y a quelques années sous la bannière péquiste, ministre et ancien conseiller des premiers ministres Jacques Parizeau, Lucien Bouchard. C'est pas pire CV quand même. Je vais vous raconter, un jour, je suis dans un événement avec des gens plus jeunes. Et celui qui me présente dit, bon, alors M. Lisée, qui a été conseiller de Pauline Marois. Bon, non, j'étais ministre, pas grave, je le reprends pas. Il dit, conseiller donc de Pauline Marois, de Lucien Bouchard, de Jacques Parizeau, de Robert Bourassa, non, j'ai pas été conseiller, j'ai écrit sur lui, mais je le laisse aller, je suis très indulgent, de René Lévesque, puis là, il me regarde, pas sûr. J'ai dit, je te laissais aller jusqu'à Jean Lesage, mais ensuite, c'était non. Ça commence à être un petit peu trop vieux. Non, mais c'est Duplessis. Oui, avant Lesage, oui. J'accepte qu'on désinforme sur le fait que j'ai été conseiller jusqu'à Jean Lesage, mais pas avant. Pas avant, pas dans la période de Duplessis. Il y a aussi, vous disiez tantôt père de 5 enfants, mais il y a aussi sur la bio du Devoir, où vous collaborez depuis 2019, après le départ de la vie politique, vous mentionnez être progressiste non woke. J'ai trouvé ça drôle. Est-ce que c'est une boutade ou qu'est-ce que les woke vous ont fait? Parce qu'ici, vous êtes en terrain miné. Là. Oui, je sais. Oui, non, c'est ça. Je sais très bien. Ben, progressiste non woke, c'est que moi, je suis sur je suis sur la frontière des baby boomers. Ouais. Puis j'aime dire à mes amis plus jeunes et à mes grands-enfants qui sont un peu woke, semi-woke, vous savez, nous, on s'est battus, puis j'ai fait des manifestations avec des centaines de milliers d'autres pour les droits des femmes, le droit des gays, le droit des minorités, le droit des Noirs, etc. Donc, c'est pas une invention des derniers 15 ans. Okay? Donc, on peut être progressiste sans embrasser certaines, ce que je crois être des dérives, de dire que tout doit être vu à travers la couleur de la peau, y compris dans les politiques publiques. Puis je dis, bon, moi, je suis un social-démocrate. Je suis antiraciste, évidemment. Mais je dis, bien, la première chose à faire, c'est d'essayer de faire sortir de la pauvreté tous ceux qui y sont, peu importe la couleur de peau. Et le meilleur exemple, c'est pourquoi est-ce que les femmes musulmanes au Québec ont beaucoup plus d'emplois, leur taux d'emploi est plus important qu'en Ontario. C'est à cause d'une mesure social-démocrate qui sont les centres de la petite enfance, les garderies à peu de coûts. Je dis là, donc, l'important, c'est d'essayer de faire sortir tout le monde de la pauvreté. Et si on voit qu'en plus, il y a du racisme, là, il faut s'attaquer à ce racisme-là. Et ce que je reproche à mes amis woke, c'est que vous commencez par le racisme et vous oubliez les Blancs pauvres derrière. Moi, les Blancs pauvres sont aussi importants que les non-Blancs pauvres. Voilà. Trouvez-vous qu'il y a un retour d'ascenseur aussi? Peut-être qu'il y a un mouvement, une frange qui jette le bébé avec l'eau du bain, mais il y a peut-être une réaction aussi avec des abus jusqu'à l'autre spectre à un moment donné, puis il y a une espèce de rééquilibrage. Il y a constamment, je veux dire, il y a constamment dans tous les mouvements de réforme, il y a des moments d'excès, puis il y a des moments de recentrage. Puis là, même face au woke, je pense qu'on est dans un moment de recentrage. Mais ce que je trouve très dommageable, c'est que les excès, par exemple, aux États-Unis, ont beaucoup aidé les conservateurs comme Trump à gagner des élections parce qu'il s'appuie sur les excès. Par exemple, les démocrates disent que dans la dernière campagne présidentielle, ce qui a fait le plus mal à Kamala Harris, c'est la publicité où les républicains montraient une entrevue où elle disait « Oui, il faut que l'État finance la transition sexuelle des prisonniers mâles à femelles. » Ben là, ça a beaucoup donné de votes à Trump. Voilà. C'est ça. Donc, il y a une réaction qui va à l'envers, à l'inverse. Ce que je remarque des gens de plus votre génération, c'est qu'il y a une espèce de... qu'il y a une crainte du révisionnisme. Je le prononce mal. Révisionnisme. Oui.
Donc, qui fait que c'est comme si on désavoue un peu ce qui a été fait avant en jetant tout ça. Donc, je vois des fois, ça fatigue les gens un petit peu plus âgés de voir qu'on a mené ces combats-là et là, tu sais, vous débarquez. Il y a d'autres combats à mener. Ouais. Hein? Moi, j'arrêterai pas de combattre pour la justice, l'égalité des chances, l'égalité raciale, etc. Toute ma vie, c'est sûr. Il y a des méthodes de combat qui nuisent à la cause elle-même. Voilà. Il faut construire des coalitions. Okay? Il faut prendre... parfois, des droits sont en conflit. Par exemple, il y a un moment où le droit des transgenres, moi j'ai été un des législateurs qui a donné le droit aux transgenres d'avoir leur genre reconnu par l'État civil québécois, puis je suis très fier de ça. Mais ensuite, lorsqu'on arrive dans la participation des femmes trans au sport, ben là, les femmes non trans disent non. Là, il y a un conflit de droits. Il y a un conflit de droits. Certains le comprennent, certains ne le comprennent pas. Mais moi, je pense qu'il faut être ouvert à la totalité des revendications. OK, vous êtes plus woke que je pensais, finalement. C'est pas parce que vous avez passé trop de temps avec Richard Martineau puis qu'il a déteint sur vous. C'est correct. En même temps, vous avez un bon sens de l'humour. J'ai fait mes devoirs. Vous aimez ça un peu troller ou les provoquer. Ou peut-être c'est de l'humour mal compris, mais on a un exemple récent quand vous affirmez sur X que le député solidaire Haroun Boisy est inassimilable en lien avec sa sortie qui accuse le projet de loi de Constitution du Québec d'être assimilationniste et colonial. Sur les réseaux sociaux, on vous a accusé de souffler sur les braises de l'intolérance dans un débat public déjà explosif. Vous avez réagi, je pense, là-dessus. Oui. Okay. Bon, d'abord, je dois dire qu'Haroun Boisy, je lui ai, dans le devoir de cette semaine, j'ai remis mes prix politiques pour l'année. Et à Haroun Boisy, j'ai remis le prix de l'homme qui a le plus nui au vivre ensemble au cours des 4 dernières années. Lorsque tu es député de l'Assemblée nationale, c'est un homme extraordinairement bien intégré à la société québécoise. C'est une des 125 personnes qui représentent le peuple à l'Assemblée. Donc, je ne mets pas en cause son intégration. Mais quand tu vas devant une assemblée de Maghrébins et tu leur dis, tous les jours à l'Assemblée nationale, j'entends des gens dire que vous êtes inférieurs, ben là, c'est souffler sur les braises de la discorde. C'est exactement ça. Je ne connais pas de pire exemple. Bon. Alors, c'est pas mon politicien favori. Donc, il reprend un argument que je trouve excessif des Premières Nations qui ont dit que la Constitution, telle que proposée par Jolin Barrette, est assimilationniste. C'est cet article-là qui accroche dans le projet. Là. C'est ça. Alors, c'est pas écrit ça dans la Constitution. La Constitution reconnaît l'existence des nations, des nations autochtones, reconnaît les droits issus de traités exactement comme la Constitution canadienne. Et parce que dans un autre article, Jolin Barrette parle du peuple québécois, qui disent, ben non, nous, c'est pas vrai, vous nous avez oubliés. Bon, écoutez, on peut débattre entre législateurs, on peut débattre de ça, mais de tirer de ça que c'est assimilationniste, c'est excessif. Alors, Boisy reprend ça. Moi, je sais que Boisy et les autres sont contre l'idée d'assimilation. Par exemple, on est pour l'intégration ou l'interculturalisme ou le multiculturalisme. On est contre l'assimilation. Alors, je dis, à la blague, de façon cynique, et non, c'est de la dérision, t'inquiète pas, tu n'es pas assimilable. Alors, je ne pensais pas qu'il le prendrait si mal que ça. Moi, à sa place, j'aurais dit, évidemment, je suis inassimilable, mais je suis bien intégré. Est-ce qu'il l'a pris si mal que ça ou il voulait embarquer dans votre jeu? Puis, moi, je pense qu'ils ont écouté. La politique, c'est aussi un espace de confrontation. Et lorsque tu saisis une occasion d'essayer de faire mal paraître un adversaire politique, tu le fais. Et d'ailleurs, la coordination des influenceurs solidaires pour me faire mal paraître autour de ça, ben, ils sont bien coordonnés. Mais je ne pense pas que leur argument a percé chez des gens qui n'étaient pas à 100% d'accord avec eux au départ. Et d'ailleurs, je trouve ça intéressant, il y a un des influenceurs qui dit « Mais de toute façon, lisez, quand est-ce qu'il a dit du bien de QS? » Ben, il y a 3 semaines, j'ai une chronique qui s'appelait dans Le Devoir les bonnes idées de Québec solidaire. Alors, ça m'arrive. Oui. C'est écrit, c'est imprimé. Mais les journalistes, on aime ça sortir des choses et... le deuxième degré existe-t-il encore aussi maintenant sur les réseaux sociaux, tout ça? Je pense que les gens se crêpent le chignon de plus en plus. Je mourrai sur la barricade du second degré, de l'ironie, de la bonne humeur.
et de la dérision et de l'autodérision. Si je faisais pas d'autodérision, je comprendrais, mais j'en fais aussi pas mal. Quand vous avez dit, là, ça fait longtemps, là, vous avez dit vous étiez en faveur de l'interdiction de la burqa pour des raisons de sécurité parce que vous pouvez cacher des armes en dessous de ça. Vous êtes rétracté après il y a eu la tuerie à la mosquée de Québec, mais quand même, le ton, on dirait qu'aujourd'hui, prête plus à ce genre de déclaration-là. Quand vous avez autant de tribunes, les gens, je pense pas que les gens ont une grande subtilité sur les réseaux sociaux. Les gens, je dirais pas les gens. Des gens. Ils sont nombreux. Ben, ils sont tous sur X. Oui. Mais non. Qu'est-ce que vous faites sur X? Puis personne. Il y a encore des gens sur X. C'est encore le principal vecteur d'information et de débat politique. Écoutez, sur Instagram ou sur Snapchat ou sur TikTok, tu n'as pas de longues conversations. Des médias, des politiciens, c'était ça. Mais je veux revenir sur cette histoire de burqa parce que c'est important. Là, c'était pas du tout de la dérision. J'étais très sérieux. Okay. Donc, on était en 2013-2014. On était en plein État islamique en Syrie puis en Irak. Il y avait eu des attentats islamiques très meurtriers en Europe. On en avait eu un ici, à Saint-Jean, sur Richelieu. À la base militaire. À Ottawa. Ouais. Et donc, on était dans cette étape-là. Or, au même moment, plusieurs États africains interdisaient la burqa pour des raisons sécuritaires. Au Maroc et en Tunisie, des terroristes, pas des femmes dévotes, des terroristes utilisaient la burqa comme déguisement pour commettre des attentats. Donc, c'est une réalité, ça. Je disais, ça pourrait arriver ici. Okay? Heureusement, c'est pas arrivé ici. Alors, au Québec, il n'y a d'ailleurs aucun cas, depuis que j'ai écrit ça, où un acte criminel a été commis avec la burqa. Ça a été le cas au Canada. Il y a eu une tentative de meurtre d'honneur dans une famille musulmane avec le criminel qui était en burqa. Il y a eu beaucoup de voleurs qui ont pris ce déguisement pour se cacher pour des vols de banque et des vols de bijouterie. Beaucoup de vols de bijouterie. Et aux États-Unis, à Philadelphie en particulier, le pire des cas récents, là, il y a quelques années, c'est un couple qui a kidnappé une jeune fille et l'a agressée sexuellement avec la burqa. Donc, moi, ce que mes opposants disent, il dit que les femmes qui portent la burqa sont dangereuses. Non, elles sont vraiment pas dangereuses. Ce sont les terroristes et les criminels qui utilisent la burqa pour s'extraire de la sécurité. Pensez pas que c'est un peu monté en épingle, quelque chose qui est... C'est comme les prières de rue. Je veux dire, ça mini-anecdotique, c'est que ça sonne un peu comme à l'épluchette de Bléding, là, mon oncle qui est comme les immigrants, ils ont des bombes en dessous cachées. Parlez-en à la jeune fille qui a été agressée sexuellement ou à la dame canadienne qui a failli mourir, etc. Eux, les victimes ne trouvent pas ça drôle, OK? Puis sans parler des bijoutiers, etc. Mais ce n'est pas le seul argument. Même s'il n'y avait aucun problème de sécurité, pour moi, qu'il y ait une seule religion qui veuille emprisonner des femmes dans une prison ambulante, c'est un affront à la liberté des femmes et ça devrait être interdit pour cette raison-là. Et voilà. Donc, de toute façon, après l'incident de la mosquée de Québec, vous avez appelé un changement de ton. Bon, alors là, ça c'est intéressant parce que là, tout le monde a dit après la mosquée de Québec qu'il faudrait faire attention à ce qu'on dit. Alors j'ai dit d'accord. Oui. J'ai dit bon, alors moi j'avais vu, alors le premier ministre Couillard avait dit que tous ceux qui contestaient la hausse des seuils d'immigration soufflaient sur les braises de l'intolérance. Ça, c'était excessif. Manon Massé, il disait que tous ceux qui ne sont pas pour le racisme systémique sont suspects de racisme. Ça, c'est excessif. Puis moi, j'avais rapporté ce fait et j'ai dit, mais je vais commencer à donner l'exemple de baisser le ton. Je vais admettre que c'était pas une bonne idée d'apporter ça dans le débat québécois. C'était pas faux. Bon, mais j'ai dit ça. Puis là, j'attends les autres. C'est tout à votre honneur. Les autres n'ont rien. J'attendais. J'ai dit, tu sais, moi, j'étais chef de l'opposition, chef du PQ. Je viens de dire ça. Philippe, est-ce que tu peux dire que c'était pas une bonne idée de dire qu'on était tous des intolérants parce qu'on veut débattre puis Manon, non, j'ai été le seul. Alors, je te mets déçu. On va reparler de ça plus tard, parce que j'ai l'impression que 10 ans plus tard, le ton n'a pas baissé tant que ça. Non. Mais on va faire une pause de controverse. On va parler de votre livre. L'ouvrage s'intitule « L'évêque Trudeau, la révolution tranquille, notre histoire ». Deuxième tome d'une tétralogie. D'une quadrilogie. Tétra, c'est 4 tomes. J'ai appris ça. T'es pas sérieux? Pourtant, c'est comme
trilogie, tétralogie, 4. C'est quadrilogie fonctionne aussi. Bon. Je suis un professionnel, j'ai googlé ça et j'ai appris ça cette semaine. Écoute, moi, chaque jour où j'apprends un nouveau mot, c'est un jour c'est un jour béni. Vous pouvez parader ce mot-là sur toutes les tribunes à partir d'aujourd'hui. Ouais. Mais j'ai peur que le monde pense que c'est une trilogie, c'est une tétralogie. Il faut falloir que je dise, tel que le dit le grand sage Hugo Meunier, qui a fait ses recherches, tétralogie, c'est 4 livres. On va quand même vous accuser de souffler sur les braises de l'intolérance. De toute façon, vous êtes cuits. Donc, c'est le deuxième tome d'une tétralogie sur 2 géants politiques qui couvrent les années 60 à 65, soit une période charnière où on a jeté les bases de la Révolution tranquille. Au-delà de la relation entre les protagonistes, c'est un cours d'histoire de notre histoire moderne. En quelque sorte, c'est une lecture haletante. Je suis à la moitié. On se sent même très inculte quand on avance dans un livre comme ça, à devoir à quel point autant de choses nous échappent dans nos angles morts. On dissèque vraiment quelques années de choses que moi j'apprends un paquet d'affaires qu'on savait pas. L'ouvrage c'est déjà ici en tête des palmarès. Je sais pas si vous regardez les palmarès plus que les sondages. Plus. Au moment de la sortie d'un livre, oui, plus. Oui. C'est un travail d'orfèvre avec des archives inédites, des témoignages des primeurs. C'est quoi comme job, ça? Ça consiste en combien de temps à écrire? Parce que là, le dernier, l'autre avant, il y a un an et quelques, avril 2025, qui s'est vendu à 20 000 exemplaires. J'imagine que vous avez une pression de ne pas tourner coin rond. Vous êtes lu. Ah oui. Puis, vous avez une job, là, je vous vois à la télé et tout, fait que vous faites ça quand? Vous savez, pendant les mordus, il y a des pauses publicitaires. Non, écoutez, j'avoue là que faut être absolument passionné par le sujet. On le sent. Pour se plonger là-dedans. Et puis vous dites, vous avez appris des choses, je suis content. Moi, j'en ai appris énormément. Mais j'apprends et ça fait partie de mon plaisir d'écrire ça. C'est que je ne suis pas le moins informé des Québécois. Je ne suis pas celui qui a moins lu de biographie. Et pourtant, j'apprends plein de choses et je suis content de les transmettre. Puis y compris, hier, j'étais dans un événement où Éric Bédard, l'historien, faisait l'entrevue. Puis il disait, j'ai appris ça. Je suis tellement content qu'un historien me dise qu'il apprend des choses dans mon livre parce que c'est ça. Et donc, oui, c'est du travail. C'est du travail de recherche, c'est du travail de synthèse, c'est du travail d'analyse. Parce que moi, par exemple, la pensée de Pierre Trudeau, elle évolue d'année en année. Et j'avais lu, évidemment, ces dernières décennies, des textes de lui, mais là, je les lis, je les relis ou je les découvre à mesure que les mois passent dans la chronologie que je raconte. Et donc, je suis à même je dis là, il a changé d'avis sur un point essentiel, où là, son opinion a évolué. Et puis donc, je peux expliquer dans le contexte au lecteur comment son point de vue évolue. Puis évidemment, René Lévesque qui ne s'intéresse pas du tout à l'indépendance avant 1959, mais même au nationalisme, il est plutôt je dirais pas anti-nationaliste, mais non-nationaliste. En 59, avec la grève des réalisateurs, où il se rend compte que le Canada se fout de ce qui se passe au Québec, il devient nationaliste. Et ensuite, dans ce livre-là, de 60 à 65, il va progresser lentement vers l'indépendance. Puis j'essaie avec tout ce qui a été écrit, puis des entrevues, etc., je réussis à situer au printemps 1965, il est toujours ministre de Lesage, le moment où il vient à la conclusion que le Québec doit quitter le Canada. Qu'il y a une impasse. Je vous le disais avant le début de l'entrevue, je connaissais plus le personnage de Lévesque pour avoir lu les biographies de Pierre Duchesne. Trudeau, moins, et on découvre quand même un personnage... intéressant, curieux, passionnant. Moi, je le trouve passionnant. Est-ce qu'on vous l'a reproché? Parce que là, je suis à moitié, vous me le rendez à date sympathique. Oui. Écoutez, j'ai beaucoup de lecteurs indépendantistes qui me disent, on connaissait Lévesque, mais là, on est obligé de lire sur Trudeau. Oui. Ah, OK. Et puis, effectivement, il y en a qui me disent, à la blague, là, des fois, vous nous le rendez sympathique. Ben oui, on ne peut pas suivre quelqu'un à la trace sans développer de l'empathie pour la personne. Moi, j'adorerais, là, passer une soirée au restaurant avec Pierre Trudeau.
Ouais. J'ai tellement de questions à lui poser et je sais qu'il est arrogant, puis suffisant, puis bagarreur, etc. Mais ça en fait quelqu'un de très de savoureux. Bon, en même temps, il y a des choses qui sont comme qui me tombent sur les nerfs aussi. Alors, et je comprends la fascination. Puis là, il y a tout un chapitre sur tous les 2 vendredis soirs, l'évêque ministre rencontre Trudeau et d'autres, Jean Marchand, syndicaliste, Gérard Pelletier, André Laurando, qui est au devoir. Un fameux Brain Trust. Le Brain Trust. Qui est inspiré de John F. Kennedy, qui s'entourait d'éminents intellectuels qui ne sont pas des politiciens, qui sont des cerveaux. C'est ça. C'est ça, dans le fond. Exact. Il voulait, l'évêque avait l'humilité, il savait beaucoup de choses, il avait l'humilité de dire, il faut que je teste des idées avec des gens de qualité. Et un peu de pression d'un de ses amis qui suggérait fortement... Exact. Jean Marchand, au début, il demande à Jean Marchand... syndicaliste. Syndicaliste. Il dit oui, Pelletier, Laurando, c'est sûr. Puis Marchand dit, je pense que Trudeau devrait être là. Puis au début, l'évêque dit, pas sûr. Il connaissait, c'était pas des ennemis, mais déjà, dans leur première rencontre que j'ai expliqué dans le premier tome, c'était déjà un peu abrasif. Mais Marchand le convainc, puis bon, l'évêque se laisse convaincre. Trudeau, lui, est ravi d'être dans ce groupe-là, mais il est prof à l'Université de Montréal. Il s'intéresse à la politique, puis là, il est avec des leaders politiques intellectuels du Québec. Et donc, l'évêque est fasciné par Trudeau, mais aussi Trudeau lui tombe sur les nerfs. Donc, et réciproquement. Et on comprend, écoutez, moi j'aimerais j'ose espérer que la GRC avait enregistré ces soirées-là, puis que ça dort quelque part dans les voûtes. Mais donc, on avait... ils se sont beaucoup aidés en ce sens que l'évêque tente de développer son argumentaire pour la nationalisation de l'électricité, qui est son grand combat. Qui est le cœur de l'ouvrage, là. Oui. Et Trudeau est contre. Et donc, les contre-arguments de Trudeau aident l'évêque à améliorer son argumentaire. Et même, ça va l'aider, je pense, quand il va faire campagne dans ses arguments et tout ça. Il est en train de se faire une tête, en quelque sorte. Je vous cite au devoir. Je sens que j'ai une responsabilité plus grande parce que ça va devenir un des livres de référence de la période. Il y a aussi cette sensibilité-là que, comme les livres de Pierre Duchesne et tout ça, ça va faire école, probablement. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont eu accès à ces années-là de manière aussi disséquée, pointue. Moi, je pensais pas que ça se vendrait tant que ça. Okay? Et puis, bon, de toute façon, je sais que j'ai toujours une responsabilité quand j'écris, puis j'essaie d'être le plus rigoureux possible, puis je me fais relire, y compris par des historiens. Pour le premier tome, plusieurs historiens ont relu, corrigé. Ça, t'as pas compris ça. As-tu pensé à ça? As-tu pensé à ajouter ça? Donc, c'est très, 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 très précieux. Comme Claude Corbeau. Des historiens plus âgés aussi. Il faut que tu aies connu ou tu aies un contact avec ce monde-là. C'est ça. Et puis là, on arrive dans une période où il y a des gens qui ont vécu la période. Et donc, j'ai des journalistes qui l'ont couvert ou des gens qui étaient présents, où je fais relire. Puis je vais vous donner un exemple très simple. Je dis, René Lévesque avait perdu la voix lorsqu'il était correspondant de guerre en Alsace, dans les caves. Il faisait froid, c'était humide. Il y avait eu plusieurs bronchites. Puis là, il avait perdu la voix. Il la retrouve pendant la campagne de 1960, parce qu'un soir, il fait plusieurs discours d'affilée et il ne sait pas, peut-être des nodules qui sortent de ses cordes vocales, et il retrouve la voix, et j'écris, il va coucher dans un motel près des ponts de Québec, et il a recouvré sa voix. Puis là, j'ai un de mes lecteurs qui dit « Non. » Il dit « C'est pas un motel près des ponts de Québec, c'est un motel près du pont de Québec. » Il n'y a pas de dépont à ce moment-là. Il n'y a pas de dépont à ce moment-là. Oui, moi, je trouve ça un peu angoissant quand tu essaies de reconstruire des événements pour une période où tu n'étais pas... Enfin, j'avais 3 ans, parce qu'on peut se tromper en présumant que ce qui existe maintenant existait alors. Ouais. Alors, c'est très important de se faire relire par des gens qui ont plus d'informations que toi. On le voit aussi dans les commentaires, même sur vos textes dans Le Devoir. Vos lecteurs sont sur la coche, comme on dit. Oui, très attentifs. Oui, il ne faut pas n'échapper là-dedans. Bon, vous êtes un journaliste avec un jupon partisan qui dépasse. Il se place où l'historien là-dedans? Comment vous dealez avec ces deux chapeaux-là? Parce que c'est un job d'historien, selon moi, mais il y a quand même un journaliste souverainiste dans la place. Oui, alors, donc... j'ai aucune thèse.
OK, sur Lévesque et Trudeau. Évidemment, j'ai voté oui, je vais voter oui, j'aime mieux Lévesque que Trudeau, mais ce qui m'intéresse ici, c'est... puis j'ai beaucoup de lecteurs fédéralistes très contents du livre, ça je suis content. Oui. Tu sais, comme Martin Coiteux, qui était au Parti libéral, son commentaire sur LinkedIn, c'était « Courez, achetez ce livre ». Wow! Quand même. Bon. Ben, je vous coupe juste mais pour dire que vous n'avez pas de thèse, vous l'avez même dit à la commission Normando-Ferrandez en disant que c'est le livre qui s'écrit en s'écrivant. Oui, le livre s'écrit en s'écrivant. Je découvre des choses à mesure que je fais ma recherche. Et donc, le souverainisme n'apparaît pas. Mais c'est sûr que je fais de la correction, de la vérification factuelle lorsque Lévesque ou Trudeau disent des choses qu'on sait fausses à l'époque, pas rétrospectivement 20 ans avant. Bon, par exemple, parler de Trudeau qui va en Chine, il écrit un livre ensuite qui s'appelle « Deux innocents en Chine rouge » avec Jacques Hébert. Moi, je pense qu'il aurait dû mettre deux indulgents en Chine rouge, parce qu'ils sont tellement indulgents avec le régime maoïste. Mais comment... on les sent impressionnés. Ils sont impressionnés. Ils relaient la propagande. Ils sont dans un junket, donc c'est arrangé avec le gars des vues. C'est ça. Mais ça, ils savent ça. Ils savent ça. C'est des intellectuels de bon niveau. Et je me dis, compte tenu des informations qui leur étaient disponibles au moment de leur voyage, comment se fait-il qu'ils ont été si indulgents et qu'ils ont rejeté du revers de la main les témoignages qu'on avait de maltraitance envers les Tibétains, par exemple, alors qu'ils disent « Ah oui, ici, ils savent bien s'occuper des minorités. » Mais voyons donc, ils sont en train d'écraser les Tibétains. Comment peux-tu dire ça? Alors, donc, parfois, j'ose, parfois en bas de page ou ailleurs, dire, on savait à ce moment-là ceci, mais c'est l'étendue de la licence de contradiction que je me permets. Vous avez publié ça dans la Boîte à Élysée, c'est votre propre maison d'édition. J'imagine la rigueur est la même qu'ailleurs. Vous êtes devenu votre propre média, des entrées de blog, balado, livres, conférences. Vous êtes comme une version boomer de Elle explique ou des initiatives de journalistes qui partent un peu à leur compte. Vous êtes devenu un petit média en soi, là. Moi, j'ai grandi dans un milieu entrepreneurial. Mon père était entrepreneur. D'abord, il était épicier. Ensuite, il a fait de l'immobilier. Il a vendu des maisons mobiles. Il a tenu une taverne, un hôtel. J'ai travaillé dans plusieurs de ces entreprises à Thetford Mines. Et donc, cette fibre entrepreneuriale, je l'ai héritée de mon père. Et puis, je me dis, je négocie correctement mes affaires. Puis, ayant publié dans plusieurs maisons d'édition, donc connaissant un peu la musique, je me suis dit, est-ce que ce serait une meilleure affaire que je sois mon propre éditeur? Évidemment, là, tu prends le risque. Tu prends le risque financier. Par exemple, lorsque le premier tome a été publié, j'ai pris le risque d'en faire imprimer 2500. Et je pensais que c'était un vrai risque parce que quand j'ai vu l'épaisseur du premier tome, je me suis dit, les gens n'achèteront pas ça, c'est trop... ils vont se dire, c'est une bonne idée de faire Lévesque Trudeau en même temps, mais je vais certainement pas lire 600 pages écrit petit, en plus. Puis ils me disent qu'il y a un deuxième tome qui s'en vient. Alors, j'étais étonné. Il y a des photos, au moins. Puis il y a des photos. Ça, c'est vrai. Mais si j'en avais vendu, disons, 1000, j'aurais 2500 copies dans mon sous-sol, puis j'aurais fait une perte. Mais comme j'en ai vendu plus que 2500, je fais plus de sous en étant mon propre éditeur que si j'étais chez un éditeur. J'en doute pas. Les auteurs ont à peu près 10%. Fait que c'est quand même habile. Je fais un crochet. Vous en pensez quoi du courant médiatique actuel où ce que là, les journalistes essaient un peu de se scinder en personnalité? On est bloqué sur Meta. Maintenant, les personnalités sont plus attrayantes que le média en soi. J'observe ça. Moi, je pense que on s'en va vers un côté très personnel. On va s'abonner à des gens plus qu'à des médias. Ça fait longtemps que vous êtes dans le milieu. Vous en pensez quoi de ce qui se passe? Je vais vous dire quelque chose. Lorsque Meta a décidé de ne plus relayer au Canada les médias, ils ont décidé que mon blog, jflisé.org, est un média.
Ah oui, et donc, vous avez été bloqué. je suis comme Radio-Canada, la presse ou TVA, ils bloquent. Alors, je suis obligé de, quand je mets sur Facebook que je viens de faire un dernier texte, je dis, allez sur mon blog via laboîtealisée.com parce que la boîte Alizée n'est pas considérée comme un média. Alors donc, je suis une victime de Meta. Oui. C'est ce qui arrive quand on souffle trop sur les braises de l'intolérance. Exact, je suis puni pour ça. Mais écoutez, moi, j'ai aucun problème avec la diversité des voix et la plus grande diversité des voix possible. Mais beaucoup de ces voix ne sont pas tenues à la même rigueur journalistique de vérification des sources que les grands médias le sont. Moi, je suis d'accord, je peux critiquer les grands médias toute la journée si vous voulez, mais je sais qu'au New York Times, à la presse et au Devoir, tu peux pas dire n'importe quoi dans ton texte d'information, même dans la chronique. Mes chroniques sont relues 2 fois au Devoir. Sont relues pour la véracité des faits et pour la correction linguistique. Okay? Et je les remercie. Et ça arrive qu'ils trouvent, ben là, ce chiffre-là, je pense que tu l'as mal repris, tu as mal lu le sondage. C'est parfait, j'adore ça. Bon. Vous acceptez cette critique-là parce que vous avez des collègues qui ont jeté la serviette, que je pense que cette relation-là était visiblement tendue selon ce qu'on entend. Moi, je peux juste parler de mon expérience. Ouais. Mon expérience, elle est bonne et je l'accueille favorablement. Je veux que des gens trouvent des erreurs dans mes textes avant qu'on les fasse subir aux lecteurs. Alors donc, la rigueur journalistique appliquée par les grands médias, elle est indispensable. Puis s'il fallait que les grands médias meurent et qu'il ne reste que les influenceurs et les journalistes individuels qui ne sont pas nécessairement attachés à cette rigueur-là, ce serait une perte de qualité d'information pour tous. Je suis d'accord là-dessus. On revient au livre qui s'attarde évidemment sur la relation de plus en plus tumultueuse à mesure qu'on avance dans le récit entre Trudeau et l'évêque à l'aube de cette révolution tranquille. Je vous cite à nouveau au micro de 98.5. Ils sont très impressionnés l'un envers l'autre, mais ils se tombent sur les nerfs. Fait que c'est un bon résumé, ça, de cette... C'est ce que j'ai dit, donc je suis d'accord. Oui. Mais c'était pas vraiment... On peut pas dire... On parle pas d'amis. On aimerait ça que les gens s'aiment, puis, mais c'est pas 2 chums, là. Bon, alors, est-ce qu'ils se disent amis? Alors, moi, j'ai essayé de tout lire, évidemment, ce qu'ils ont dit, les entrevues, etc. Parfois, le mot « ami » est utilisé. Parfois, il n'est pas utilisé. Puis d'ailleurs, j'ai trouvé une entrevue que l'évêque donne à un journaliste anglophone qui s'appelle Peter Débarras. Je pense que c'est en 72-73. Ils sont dans la voiture, ils s'en vont en Gaspésie et l'évêque parle, Débarras enregistre et je dis, regardez, là, je vais le citer au complet et l'opinion de l'évêque sur Trudeau épouse la sinuosité de la route. Parce qu'il y a un moment où il dit il était caustique, mais très utile. Ensuite, il était caustique, puis ça avançait pas du tout. J'étais très intéressé par ses arguments économiques. Finalement, il était buté. Et on voit que les 2 opinions, positives et négatives, que l'évêque a de Trudeau, se battent dans la tête de l'évêque. C'est ça. Et on a même, je pense, qu'il y a un côté folklorique sur le fait qu'on aurait aimé ça qui se prennent à la gorge, mais c'est pas vraiment arrivé non plus, mais il y a une rumeur qui a quasiment bondi dans les Brain Trust à Westmount. Il y a un moment où ils s'insultent. Il y a un moment où ils s'insultent et Jean Marchand se demande s'ils vont se frapper. Ils se frappent pas, mais la tension est très, très forte. Oui, puis là, ça a monté, puis là, ils se sont quasiment battus. Mais j'aime aussi les détails, tu sais, le côté toujours brouillon et en retard de René Lévesque que j'avais pas vu dans d'autres ouvrages. Puis même des fois, on voit dans sa tête ce qui se passe quand il arrive 2 heures en retard sans vraiment s'excuser, s'assoit, s'allume sûrement une clope, met de la moutarde sur son steak. Puis là, les gens autour arrêtent de regarder ou de parler, puis font juste observer cette espèce de gars-là bizarre qui a visiblement un charisme. Une présence. Une présence. Mais je pense que c'est les miettes un peu de... C'est ce qui renforce la lecture, parce qu'on a le goût de savoir un peu. Moi, le pire, j'ai été ministre, OK? Et donc, Jean Lesage était malade de la ponctualité. Pour lui, c'était essentiel que tout le monde soit à l'heure. Et d'ailleurs, donc, un de ses conseillers, c'était Claude Morin. Lui arrivait, Lesage, le matin à 8 heures. Et il était de mauvaise humeur si tous ses conseillers n'étaient pas déjà à leur bureau.
Alors, Morin arrivait à 8h02, 8h03. Ouais. À son anniversaire suivant, le sage lui remet un recueil de poèmes dont le titre est quelque chose comme Éloge du paresseux. Du paresseux, parce qu'il était là à 8h02. Alors, le Conseil des ministres commence à 9h. Tous les autres ministres sont tétanisés. Ils savent qu'il faut qu'ils soient assis à 9h quand le sage... L'évêque n'est pas là. Ouais. L'évêque n'est pas là. Alors, le sage décide d'appeler l'évêque. Il habite, il couche au Clarendon, à l'hôtel à Québec. C'est que le sage appelle l'évêque, il le réveille, OK? Et puis là, l'évêque dit à la téléphoniste du Clarendon, il y a un mauvais plaisant qui se fait passer pour le sage et qui m'appelle le matin, alors surtout, ne transférez pas l'appel. Puis à partir de ce moment-là, le sage ne peut plus réveiller l'évêque à l'hôtel. C'était vrai qu'il y avait quelqu'un qui... parce qu'on peut pas tout le temps... Non, c'est pas vrai. C'est ça. Fait que, c'est l'évêque qui a inventé ça. Oui. Ouais. Il invente l'évêque. Il y a un des chapitres qui s'intitule L'évêque maître chanteur, qui raconte une combine de l'évêque, alors ministre des Ressources naturelles dans le gouvernement Le Sage, pour enfoncer dans la gorge de son premier ministre son projet de nationalisation de l'électricité. C'est savoureux, cette anecdote-là, si vous voulez le raconter, parce qu'il invente, en tout cas, ça va un peu avec son affaire de téléphoniste. Oui, tout à fait. Alors, la nationalisation de l'électricité, c'est pas dans le programme du Parti libéral de 1960. Ils sont pas élus là-dessus. Okay? Over my dead body. Alors, la première fois que c'est ça, l'évêque en parle à Le Sage, l'évêque est responsable des ressources naturelles. Donc, il développe avec son groupe de conseillers qui sont des fonctionnaires de très haut niveau. Il dit la seule chose à faire, c'est de nationaliser parce que les prix sont très différents, que ce soit en Gaspésie ou à Montréal. Puis en plus, il y a toutes sortes de bonnes raisons techniques de le faire. Mais ce serait la plus grosse dépense de l'histoire du Québec. 600 millions de dollars, je pense que c'est quelque chose comme 6 milliards aujourd'hui. Ouais. Et donc, le sage dit « Over my dead body ». Et tous les ministres économiques sont contre. Alors là, c'est clair, tous les journaux écrivent que si le sage a pas, si l'évêque n'a pas la nationalisation, il va démissionner. Okay. Ça, c'est intégré dans le discours. Puis, perdre un gros ministre, ça arrive, mais ça va. Mais là, une rumeur commence à émerger que l'évêque pourrait créer un nouveau parti avec le maire de Montréal, Jean Drapeau, qui est extrêmement populaire, et Jean-Jacques Bertrand, qui, à l'époque, est le numéro 2 de l'Union nationale, qui a perdu sa course au leadership. Et tout le monde dit, puis André Laurendeau l'écrit dans le Devoir, s'il fallait que ce parti existe, c'est fini pour le Parti libéral. Alors moi, j'ai trouvé une entrevue ensuite qui a donné aussi à Débarras qui dit, il n'était pas question qu'on empêche cette rumeur de circuler. Parce que pour avoir de la nationalisation, il fallait bulldozer. Et donc, on ne sait pas s'il a inventé cette rumeur. On ne sait pas si la réunion des trois hommes a eu lieu ou non. Ce qu'on sait, ce que j'apporte comme élément nouveau au dossier, c'est que l'évêque a fait exprès de la faire courir pour prendre en otage le sage. Parce que cette rumeur-là, ce qu'elle disait, c'est « Si tu ne fais pas ce que je veux, je peux faire un danger existentiel pour ton gouvernement à la prochaine élection. » C'est énorme. Oui, c'est ça. C'est gros. Puis aujourd'hui, vous le disiez aussi en entrevue, je pense que c'est à Marie-Louise, c'est à Anne-Marie Dussault que l'évêque n'aurait jamais toléré une telle délinquance dans ses troupes à lui après. Absolument. Oui. Absolument. Il y a aussi, l'ouvrage, je trouve ça intéressant, s'ouvre sur une entrevue, une espèce de hot seat en 64 à CBC, où Trudeau, l'animateur aussi est là, cuisine René Lévesque au sujet de l'indépendance. Je pense que ça commence déjà à germer profondément. Il y a un moment où on le sent que René Lévesque on réalise que ça fonctionne pas à l'intérieur du Canada. On sent que c'est un guet-apens, c'est un peu ça. On a voulu... Qu'est-ce qu'on a voulu faire à ce moment-là? On sent qu'il y a une rupture idéologique entre Trudeau et Lévesque. Est-ce que c'était irréversible à ce moment-là, en 64? Ils vont continuer à avoir des relations cordiales pendant encore quelques années. Ouais. Mais ils savent que sur la question du nationalisme et certainement de l'indépendance, même au moment de l'entrevue, ce que l'évêque a dit, il fait des tas de déclarations incendiaires, et là, il a dit « Je ne suis pas séparatiste, mais je pourrais le devenir. OK? Alors là, évidemment, au Canada anglais, je pourrais devenir séparatiste, c'est comme je pourrais devenir... je veux dire, c'est inacceptable de même songer. Il a fait en sorte de normaliser l'idée d'indépendance en disant « Je ne suis pas pour l'indépendance, mais on peut en discuter, puis c'est pas une si mauvaise idée. » Et donc, alors que le Rassemblement pour l'indépendance nationale de Pierre Bourgault existe depuis 1961 et fait la promotion de l'indépendance, l'évêque
il aide à dire, c'est pas une si mauvaise idée, mais pour l'instant, je ne suis pas. Alors, c'est à ce moment-là que l'entrevue se fait. Le Globe and Mail a écrit un éditorial en disant que l'évêque était un casse-pied, puis que vraiment, il nuisait en parlant toujours de la possibilité qu'il devienne souverainiste. Alors, cette émission de télévision phare à la CBC, qui s'appelle This Week as 7 Days, décide de casser du sucre sur le dos de l'évêque, de dire on va le démasquer. On va vraiment faire une entrevue extrêmement dure. Et le réalisateur de l'émission, il dit je vais prendre Trudeau, qui connaissait bien, qui est anti-séparatiste, donc ça va aider, mais je vais prendre aussi un journaliste, Larry Zolf, qui est plutôt canadien-anglais, puis lui, ça va être un bon cop, bad cop. Et Trudeau va être le bad cop, puis l'autre va être le bon cop. Mais quand l'entrevue commence, Trudeau n'est pas le bad cop. Donc, l'autre journaliste décide de devenir le bad cop. Alors, donc, c'est le truc. Mais l'évêque se défend très bien. Il se défend très bien, oui. Mais c'est clair que c'était pas bienveillant de la part des journalistes. Ce que je trouve fascinant dans la lecture, c'est comment des anecdotes, des fois qui semblent futiles, peuvent influencer le cours de l'histoire. On dirait que le moment où Trudeau décide d'aller à Ottawa, et on sait ce qui arrive par la suite, ça commence par une chicane entre le syndicaliste Jean Marchand et René Lévesque. Puis c'est expliqué dans le livre. Dans le fond, c'est un peu ça. Que ça aurait contribué à envoyer Trudeau au pouvoir à Ottawa. Pouvez-vous raconter un peu? Bon, alors, écoutez, moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est que le nombre d'événements improbables qui doivent se succéder pour permettre à Trudeau d'aller à Ottawa, de devenir chef et premier ministre, c'est inimaginable. Et donc, là, il y a une partie dans ce tome-là, ça va être dans le tome suivant que les autres événements improbables vont arriver. Mais la première chose, c'est que Trudeau est considéré comme un gauchiste, et il est très à gauche. L'évêque aussi, d'ailleurs. Ce sont des socialistes démocratiques, mais Trudeau est encore plus, comme je l'ai dit, il est indulgent face à Cuba, Castro, il est indulgent face à Mao. Oui. Il a tenu des propos marxisants. Bon. L'Union nationale dépeignait ces gens-là quasiment comme des communistes là, à l'époque. L'antéchrist. Ouais, c'est ça. C'était même écrit l'antéchrist, OK? Et donc, mais c'est vrai qu'ils sont très à gauche, et le Parti libéral se méfie de Trudeau, et Trudeau a dit beaucoup de mal du Parti libéral fédéral dans sa revue Cité libre. La seule façon qu'il puisse entrer, c'est si Marchand... Alors, Jean Marchand, c'est la personne que tout le monde veut avoir au gouvernement. Il n'a pas réussi à entrer au Parti libéral à l'élection de 62 parce que le Sage avait peur des créditistes. Les créditistes, à ce moment-là, étaient une force ascendante. Et Marchand s'était mis en pointe. Il avait fait un débat télévisé à Radio-Canada le soir d'1 heure avec le chef des créditistes, Réal Cahouette. Ça avait été très écouté. Et donc, c'était l'anti-créditiste en chef. Ça fait que le Sage et l'évêque se disent, ben là, on l'aime beaucoup, mais s'il devient notre candidat en 62, ben là, tous les créditistes vont voter contre nous. Peut-être même qu'ils vont venir faire une aile provinciale, ou en tout cas, ils vont appeler à voter pour l'Union nationale parce qu'eux sont contre toute nationalisation. Ils veulent d'ailleurs dénationaliser Air Canada, etc. Alors donc, c'est pour ça que Marchand ne peut pas devenir ministre à Québec, ce qu'il voulait. Et donc, comme il veut faire de la politique, il se tourne vers Ottawa, et Ottawa dit, dès 63, donc on te veut, Jean Marchand. Marchand dit, je viens seulement si Trudeau et Pelletier viennent avec moi. Donc, il impose Trudeau. Alors, ça ne marchera pas en 63, mais ça va marcher en 65, dans des conditions que je vais raconter. Et donc, si l'évêque avait dit à Le Sage, regarde, les créditistes, c'est une chose, mais on a besoin de Jean Marchand au gouvernement, Marchand aurait été ministre à Québec, il n'aurait pas pu aller à Ottawa, il n'aurait pas pu imposer Trudeau. Trudeau serait resté à l'Université de Montréal. C'est fou, hein, pareil? Ouais. Tantôt, vous disiez, j'aurais plein de questions à poser à Trudeau. Une d'entre elles, ça serait quoi? Bon. Alors, c'est le grand truc, hein. Donc, lorsqu'il avait de 20 à 24 ans, de 1940 à 1944, il était non seulement indépendantiste, mais fascisant. Il avait co-créé une société secrète qui s'appelait les X ou les Frères Chasseurs, dont le but était d'infiltrer, de recruter, d'infiltrer les cercles du pouvoir et au jour X, de faire un putsch dans la police, dans l'armée, au gouvernement, et de proclamer la Laurentie, donc le Québec, indépendant, catholique et fasciste. OK? Et ça,
c'est un secret dont il n'a jamais parlé. Et d'ailleurs, ensuite, lorsqu'il il devient antifasciste, il devient aussi antinationaliste. Et dans sa tête, puisque lui, quand il était indépendantiste, il était fasciste, tous les autres, même s'ils sont de gauche, à la fin, ils vont être des fascistes. Okay? Alors, c'est un problème psychologique qu'il a avec ça. Et d'ailleurs, dans ce tome, j'ai découvert dans les archives de Pelletier une lettre que Trudeau envoie à Pelletier vers 63, où il dit « J'ai honte. Hier soir, avec des amis, on a discuté de nationalisme et j'ai perdu mon sang-froid. Puis si je suis pas capable de garder mon sang-froid avec des amis... » Il s'en veut. Oui, c'est ça. Il est conscient de son problème psychologique. Et moi, ce que j'aurais comme question à lui poser, c'est « Mais ça vous a travaillé toute votre vie, ce secret-là. Pourquoi ne pas avoir, dans un article de Cité Libre, dire « Écoutez, c'est tellement épouvantable le nationalisme que même moi, j'ai été entraîné dans une folie pareille. Puis là, il aurait crevé l'abcès. OK? Il aurait crevé l'abcès. Il l'a jamais crevé de toute sa vie. On a su ça après sa mort. Alors ça, c'est une conversation que je vais avoir avec lui. Je vous la souhaite un jour. De retour en 2026, à ceux qui rêvent d'une deuxième révolution tranquille, vous répondez qu'on ne peut pas inventer le feu deux fois. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, écoutez... Dans le contexte où le mouvement Oui Québec, qui a récemment fait jaser, parle d'une révolution tranquille 2.0. On entend ça tout le temps, puis je comprends la rhétorique, puis ça témoigne de l'impact de la révolution tranquille, qu'on rêve de refaire ça, tu sais. Et je leur dis très amicalement, bon, ils vont continuer à le dire, puis c'est correct, là, mais je tiens justement, puisqu'on parle de ça, puis que je viens d'écrire sur la révolution tranquille, écoutez, avant la révolution tranquille, les employés de l'État, pour avoir le droit de grève, devaient demander la permission à l'Assemblée nationale. Avant la Révolution tranquille, les femmes mariées ne pouvaient pas signer de bail de contrat ou d'avoir un compte de chèque à la banque. Avant la Révolution tranquille, il n'y avait pas d'assurance hospitalisation au Québec. L'assurance maladie viendra plus tard. Avant la Révolution tranquille, l'électricité était contrôlée par des compagnies étrangères. Tout le chantier de Guérin-Lajoie aussi. Avant la Révolution tranquille, c'était les évêques qui dirigeaient la totalité de l'éducation au Québec. Je veux dire, le nombre de changements effectués sur une période de 6 ans, entre 60 et 66, ça arrive juste une fois dans la vie d'une société. OK? Bon, ensuite, est-ce qu'on peut et qu'on doit faire de grands changements à l'avenir? Évidemment, évidemment. Mais c'est ça. Je tiens juste à dire que la Révolution tranquille a été un changement qualitatif dans la vie des Québécois. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est des changements quantitatifs, c'est-à-dire on peut changer des choses. Intéressant. Vous vous attardez sur deux géants politiques. J'ai l'impression qu'on idéalise beaucoup René Lévesque. Bon, selon nos accointances, un peu moins Trudeau. Est-ce que ces gens-là ne pourraient pas conserver un style semblable aujourd'hui avec les mœurs de l'époque? Tu sais, je parle la boisson, les femmes, on lit ça là-dedans, même l'accident qu'il y a eu malheureux avec M. Lévesque, pas très 2026, tout ça. Est-ce que vous voyez un peu de cette trempe de politiciens-là aujourd'hui, tu sais, des gens qui ont un charisme comme ça, dans les politiciens, hommes, femmes, tout parti confondus, aujourd'hui, est-ce que vous retrouvez un peu ces personnages-là qui ont l'air, avec quelques générations de recul, plus grands que nature? Ben justement, avec quelques générations de recul, on ne le sait jamais dans l'instant. On les reconnaît jamais dans l'instant. Et donc, moi, je pense que chaque génération trouve le moyen de générer des leaders. On peut sauter une génération aussi. Parfois, c'est à toutes les 2 générations, mais l'histoire va toujours générer des leaders, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils grandissent. Je donne l'exemple de Lucien Bouchard, qu'on considère comme un grand, mais quand il a fait sa première campagne électorale au Saguenay, c'était nul. Il allait la perdre. Les discours étaient mauvais. Il a fallu que Mulroney envoie tous ses organisateurs pour lui sauver la peau. Il est devenu un bon orateur après. En fait, le seul qui est un bon orateur au jour 1, et je raconte dans le livre, c'est Pierre Bourgault, où Pierre Trudeau est présent à la naissance de l'orateur Pierre Bourgault, parce qu'il est là à la première grande assemblée du RIN et au premier discours de Bourgault. Mais la grandeur, c'est un muscle. En fait, un jour, une blague, il dit t'es à Paris ou dans une ville, puis tu demandes au guide touristique, est-ce qu'il y a des grands hommes qui sont nés ici? Il dit non, seulement des bébés. Ils deviennent grands en chemin. Ils deviennent grands en chemin. Est-ce qu'il y en a des politiciens qui vous inspirent présentement, tout parti confondu, que vous dites, voilà un très habile politicien que j'aime suivre?
Ben, moi, je pense que Hommes ou femmes? les trois politiciens les plus habiles au Canada en ce moment, c'est Mark Carney, Daniel Smith et Paul Saint-Pierre Plamondon. Pour moi, chacun dans un style complètement différent. Mais la conjoncture, c'est rare que la conjoncture ne soit pas ingrate. OK? Et donc, on connaît les bons capitaines de voilier lorsqu'il y a peu de vent. Lorsqu'il y a beaucoup de vent, c'est facile de faire avancer ton voilier. Lorsqu'il y a peu de vent, là, tu vois les bons capitaines. Et donc, Carney, qui a pris un parti qui était en train de s'en aller vers le purgatoire, puis les gens le quittaient. C'est ça, qui l'a gardé au point. Il y a des gens qui avaient annoncé qu'ils s'en allaient, qui ont dit « Oh, finalement, je vais revenir. » J'en connais un qui a traversé le pont avec une belle coiffure. Tous les matins, il dit « Pourquoi j'ai fait ça? » Bon. Et donc, Daniel Smith, qui a réussi à forcer le Parti libéral de Stephen Guilbeault à lui promettre un pipeline, et Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a pris un parti qui était au salon funéraire parce que le chef avant lui, c'était un désastre. Et puis... C'était vous, ça? On va pas entrer dans les personnalités. Et qui est aux portes du pouvoir. Oui. Mais c'est quand même extraordinaire. Bon, oui, il est revenu en selle dans les récents sondages, je pense ceux d'hier, mais ça semble fragile. Il patine souvent sur les questions identitaires. Le PQ se fait traiter quand même de raciste. Je sens que ça brasse. Je sens que ça va être... Est-ce que ça va être un enjeu de la prochaine campagne? Cette espèce de côté-là. Dans certains cercles, le PQ est associé maintenant à une droite un peu plus redneck. Ben, ces cercles-là n'allaient pas voter PQ de toute façon. Hein? Bon. Alors, sur la question, prenons les questions une par une. Alors, le PQ a été le premier et le plus cohérent à dire que les niveaux d'immigration étaient excessifs et nuisait au tissu social et à l'école, etc. Ce que François Legault a martelé aussi, mais ça ne l'a pas aidé. Ça l'a plus nuit qu'autre chose. Alors, regardons le sondage de la semaine dernière. 60% des Québécois sont d'accord avec ça et plus de la moitié des immigrants sont d'accord pour dire que les seuils d'immigration sont trop élevés. Alors, je comprends qu'il y a des cercles qui se disent le contraire. Donc, par exemple, Québec solidaire dit le contraire. Ils ne sont pas aux portes du pouvoir. Alors, sur la question de la laïcité, les majorités favorables à la laïcité au Québec sont très élevées, y compris l'interdiction des signes religieux. Sur la question de la langue aussi, les majorités sont très fortes pour renforcer la langue. Donc, le Parti québécois est au diapason de la majorité de l'opinion. Y a-t-il dans l'opinion des cercles minoritaires très fâchés? Oui. Oui. Vous avez été un des principaux architectes de la stratégie référendaire de 1995. Qu'est-ce qui fait que le mouvement souverainiste a aussi de la misère, ça a l'air tough à se vendre à ce point-là? On voit justement dans les sondages qui placent le PQ favorable, la souveraineté, on dirait que ça... Qu'est-ce que le mouvement fait de mal pour vendre ce projet-là? Ça allait tellement mal au début de 1995. Ça allait tellement mal que tout le monde disait qu'on allait perdre, puis la pression pour ne pas tenir de référendum était très forte. Je me rappelle qu'on est arrivé à 50-50, puis moi, à mon avis, on s'est fait voler le référendum. Mais donc, il ne disait pas ça au début de l'année. Ça allait tellement mal qu'on a décidé de faire une campagne de publicité dont le slogan était « Le oui va gagner ». Parce que, puis on avait affiché l'affichage sauvage, etc. Parce que si personne dit que le oui va gagner, on ne pourra même pas mobiliser. Alors, l'idée qu'il y a des moments creux qui suscitent le découragement dans l'histoire du mouvement souverainiste, c'est pas une exception, c'est la norme. C'est la norme. Et ensuite, au moment où la question a été posée, au début du référendum, on était en bas de 40 et le débat a fait qu'on s'est rendu à 50. Et c'est clair qu'on ne le sait jamais s'il n'y a pas le rendez-vous. Hein? Jean Charest disait « Personne ne veut jamais de référendum, mais quand il y en a un, tout le monde participe. » Bon. Et c'est un petit peu la difficulté du mouvement, c'est ça. Bon, là, on a une situation particulièrement ingrate parce que la peur du risque a toujours été l'ennemi du oui, bien sûr. Puis c'est un risque de faire l'indépendance, comme de lancer ton entreprise ou de quitter le sous-sol de tes parents pour aller en logement. Tu vas être obligé de faire ton lavage toi-même. C'est sûr. Bon. Puis ton ménage.
puis de payer tes impôts. Bon, alors c'est sûr, mais l'immense majorité des gens finissent par quitter la maison familiale. C'est fort. Et donc, là, en ce moment, on a un facteur aggravant qui est le président américain le plus anxiogène de l'histoire des États-Unis. Puis un sondage montrait que 50%, plus de 50% des Québécois pensent que si le Québec devient souverain, Trump va utiliser des moyens politiques, économiques ou militaires pour avaler le Québec. C'est pas un bon contexte, OK? Et donc, Plamondon a commencé à dire, essentiellement, tant que Trump est là, il n'y aura pas de référendum. Et donc, ça va être à la fin du mandat. Hein? Il s'en va à la fin 2028, début 2029. Et ça, je pense que c'est le meilleur antidote qui pouvait avancer. Pas faire semblant que les gens ont peur de Trump, mais de dire, je vous comprends, puis moi aussi, puis on va attendre qu'il s'en aille. Pensez-vous que vous allez vivre ça de votre vivant? Le départ de Trump, oui. Non, l'indépendance. Je l'espère vivement, mais je n'en suis pas certain. Je n'en suis pas certain, mais je l'espère vivement. Est-ce que l'Alberta va le faire avant nous? Non. Non, puis c'est dommage, parce que si l'Alberta le faisait avant nous, il pourrait tester toutes les étapes et toutes les embûches que la loi fédérale a semées. Un manuel. On aurait un manuel. Ouais. On aurait un test de réalité. Ouais. On sait que le test de la réalité, c'est que si on votait oui à 57%, peu importe ce qui est écrit dans la loi sur la clarté, ça va arriver. La question, c'est si on gagne à 50,5, qu'est-ce qui va se passer compte tenu... l'ONU va dire, c'est 50,5, puis vous étiez d'accord avec la question, donc, mais le système politique canadien s'est mis un genre de sabot de Denver sur la patte de la démocratie, puis il faut falloir qu'ils trouvent le moyen d'enlever ce sabot-là. C'est leur problème, mais parce que c'est leur problème, c'est un peu le nôtre aussi. Je le disais, on pourrait se parler longtemps, mais on arrive au bout de l'entrevue. C'est intéressant de vous entendre jaser de politique avec vous. Votre livre est en vente. Les questions sont bonnes, c'est pour ça. Quand même, oui, je suis préparé. Le livre est en vente. Il y a plein de choses qu'on n'a pas parlé dans le livre, comme les relations bizarres entre René Lévesque et un ancien lutteur, un chouchou du Québec, Jacques Rougeau. Johnny Rougeau, donc le père des frères Rougeau. Mais tout ce bout-là aussi est incroyable. Donc, les gens, c'est en vente en librairie. Et le prochain va sortir quoi, déjà l'année prochaine? Bon, j'espère le sortir au printemps parce que je suis déjà... Bon, j'ai le tiers d'écrit à peu près. OK. Alors, j'ai un peu de temps. Et puis, ceux qui veulent une dédicace peuvent le commander sur laboîtealisée.com, dire quelle est la dédicace. Puis, si c'est pas trop... outrageant, je vais mettre la dédicace suggérée. Je vous laisse retourner souffler sur les braises de l'intolérance. Je sais pas si je vous remercie. Merci, M. Lisée. Très heureux d'avoir été ici.